Il y a des signaux que les économistes repèrent, que les agronomes documentent, que les géopoliticiens analysent avec une inquiétude croissante, et que la grande majorité de la population ignore parce qu'ils sont trop lents pour faire la une des journaux. La prochaine crise alimentaire mondiale ne ressemble pas à un tremblement de terre, elle ne survient pas en une nuit. Elle s'installe progressivement, insidieusement, comme une marée montante dont on ne remarque l'avancée qu'au moment où l'eau vous arrive aux genoux. Aujourd'hui, selon les données de l'Organisation des Nations Unies, pour l'alimentation et l'agriculture, près de 2,4 milliards de personnes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire à travers le monde. Ce chiffre, qui représente près d'un tiers de l'humanité, a progressé de façon continue depuis 2019. Et les facteurs qui l'alimentent ne sont pas en train de disparaître. Ils s'accumulent, se superposent, s'amplifient mutuellement dans ce que certains chercheurs appellent une polycrisis, une confluence de crises distinctes, dont les effets combinés dépassent largement la somme de leurs parties individuelles. Mais ce qui rend la situation véritablement terrifiante pour quelqu'un qui connaît l'histoire économique, ce n'est pas seulement l'ampleur des chiffres actuels, c'est la reconnaissance des patterns, des schémas récurrents qui ont précédé chaque grande catastrophe alimentaire de l'histoire humaine. Ces schémas sont là, visibles pour qui sait regarder. Le changement climatique qui perturbe les cycles agricoles, avec une fréquence et une intensité croissantes. La dépendance excessive des systèmes alimentaires mondiaux à un nombre réduit de cultures, de routes commerciales et de pays producteurs. La financiarisation des marchés agricoles, qui transforment les denrées alimentaires en instruments de spéculation boursière, déconnectés des réalités de l'offre et de la demande. La fragilité des chaînes d'approvisionnement mondiales révélée avec une brutalité inédite par la pandémie de Covid et amplifiée par les conflits géopolitiques. Et par-dessus tout, la concentration extraordinaire de la production alimentaire mondiale, dans un nombre de plus en plus restreint de zones géographiques et d'acteurs économiques, créant des points de défaillance uniques, d'une vulnérabilité systémique, sans précédent dans l'histoire humaine moderne. Pour comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord comprendre ce qui s'est déjà passé. L'histoire des crises alimentaires est aussi ancienne que la civilisation elle-même, et elle est remplie de leçons que les sociétés modernes ont eu la dangereuse arrogance de croire avoir rendues obsolètes. Commençons par le XVIIe siècle en France, ce qu'on appelle le temps des crises sous l'Ancien Régime. Entre 1580 et 1710, les Français vécurent au rythme d'une succession de famines d'une férocité qui dépasse l'imagination moderne. La grande crise de 1693 à 1694 fut particulièrement dévastatrice. Les historiens estiment qu'elle emporta entre 1 million et 2 millions de personnes dans un pays qui en comptait 20 millions. Les mécanismes étaient simples et implacables. Une mauvaise récolte faisait monter le prix du blé. Sous l'Ancien Régime, le pain constituait jusqu'à 90% des calories des classes populaires. Quand son prix triplait ou quadruplait en quelques mois, les familles les plus pauvres cessaient d'acheter tout autre bien et consacraient l'intégralité de leurs maigres revenus à la nourriture. Cela entraînait l'effondrement de la demande dans tous les autres secteurs économiques, le chômage des artisans qui ne voyaient plus leurs produits achetés, l'aggravation de la pauvreté, et au final l'incapacité des plus démunis à acheter même le pain devenu hors de prix. La famine engendrait la maladie accentuait la mortalité, la mort de masse réduisait la main-d'œuvre agricole et aggravait la prochaine récolte. Un cercle infernal d'une logique économique aussi brutale qu'irréfutable. Ce que les historiens ont documenté avec précision sur ces crises de l'Ancien Régime, c'est que les catastrophes les plus meurtrières n'étaient presque jamais dues uniquement à une insuffisance absolue de nourriture. La France de 1693 produisait des denrées alimentaires, mais elles étaient mal distribuées, accaparées par les marchands et les notables qui spéculaient sur la pénurie, bloquées par des infrastructures de transport défaillantes et des frontières provinciales, qui empêchaient la circulation des grains des zones d'abondance vers les zones de disette. C'est précisément ce que P. Thompson, le grand historien britannique, a analysé sous le concept d'économie morale de la foule, cette logique par laquelle les émeutiers de la faim ne volaient pas simplement de la nourriture, mais rétablissaient selon leur propre conception de la justice un accès équitable aux denrées que le marché et ses acteurs leur confisquaient. Les émeutes du pain qui secouèrent la France tout au long du XVIIIe siècle, et qui constituèrent l'une des mèches de la Révolution française de 1789, n'en naissaient pas d'une pénurie absolue, mais d'une rupture de la confiance sociale, face à la distribution inégale de ce qui existait. Avançons vers le XIXe siècle, et la grande famine irlandaise de 1845 à 1852, l'une des catastrophes alimentaires les mieux documentées de l'histoire moderne, et l'une des plus riches en enseignements économiques. En 7 ans, l'Irlande perdit environ un quart de sa population, 1 million de morts et 1,5 million d'émigrés dans un premier temps, suivi de vagues migratoires qui allaient transformer l'Amérique pour les décennies suivantes. La maladie du mildiou qui frappa les plants de pommes de terre irlandaises à partir de 1845 fut le déclencheur. Mais la véritable catastrophe fut le produit d'une vulnérabilité structurelle d'une fragilité terrifiante. L'économie rurale irlandaise reposait sur une dépendance quasi totale à une seule culture vivrière, la pomme de terre, dont une variété unique, la lumper, avait été adoptée par la quasi-totalité des paysans, parce qu'elle était productive et nourrissante. Quand le mildiou frappa cette variété unique, il n'y avait aucune alternative. L'absence de diversification agricole avait transformé une maladie végétale en génocide démographique.
Et pendant que les Irlandais mouraient de faim, l'Irlande continuait d'exporter des céréales vers l'Angleterre, parce que les propriétaires terriens et les marchands vendaient ce qu'ils pouvaient vendre sur le marché anglais, là où la demande solvable existait, indifférent à la demande irlandaise qui ne s'exprimait pas faute de pouvoir d'achat. L'économie de marché livrée à elle-même ne nourrit pas les affamés. Elle nourrit les solvables. La crise alimentaire mondiale de 2007 et 2008 constitue notre exemple le plus récent et le plus instructif, car elle est la première grande crise alimentaire de l'ère de la mondialisation financiarisée. En quelques mois, le prix du riz sur les marchés internationaux augmenta de façon spectaculaire. Le blé et le maïs suivirent la même trajectoire explosive. Des émeutes de la faim éclatèrent dans une quarantaine de pays sur tous les continents, de Haïti au Cameroun, du Sénégal aux Philippines. Des gouvernements tombèrent. 600 millions de personnes supplémentaires basculèrent dans l'insécurité alimentaire. Mais la production agricole mondiale cette année-là n'était pas catastrophique. C'était même une année de récolte relativement correcte à l'échelle globale. Ce qui avait fait exploser les prix, c'était une combinaison de facteurs systémiques qui n'avaient rien à voir avec la pluie ou le soleil. La décision américaine de convertir massivement du maïs en éthanol, pour répondre à la demande d'agrocarburants, avait soustrait des dizaines de millions de tonnes de céréales du marché alimentaire. La faiblesse du dollar avait rendu les matières premières agricoles attractives pour les spéculateurs financiers, qui voyaient dans les marchés à terme des céréales une alternative aux marchés boursiers en crise. Les stocks stratégiques de céréales, qui avaient été progressivement liquidés au nom de l'efficience du marché depuis les années 80, n'existaient plus pour jouer leur rôle amortisseur. Le système alimentaire mondial s'était révélé d'une fragilité systémique que personne dans les cercles officiels n'avait voulu reconnaître. Aujourd'hui, les conditions qui ont rendu possible ces catastrophes historiques sont non seulement présentes, mais amplifiées par des facteurs nouveaux d'une puissance inédite. Le changement climatique introduit une volatilité dans les rendements agricoles, qui dépasse tout ce que les agriculteurs et les systèmes d'approvisionnement ont connu dans les 200 dernières années. Les sécheresses deviennent plus fréquentes et plus intenses dans les grandes zones céréalières. Les événements météorologiques extrêmes, inondations, vagues de chaleur, tempêtes, frappent les récoltes avec une régularité croissante. Les zones de culture se déplacent, désorganisant des filières agricoles construites sur des siècles de stabilité climatique relative. La guerre en Ukraine, qui a éclaté en 2022, a illustré de façon saisissante la vulnérabilité d'un système alimentaire mondial qui dépend de quelques greniers à blé géographiquement concentrés. La Russie et l'Ukraine représentaient avant le conflit environ 30% des exportations mondiales de blé. Quand les ports de la mer Noire se fermèrent et que les champs du Donbass brûlèrent, des pays entiers d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui dépendaient de ces exportations pour leur alimentation de base, se retrouvèrent brutalement exposés à une vulnérabilité qu'ils avaient négligée pendant des décennies de mondialisation apparemment fluide. La concentration géographique de la production alimentaire mondiale avait créé exactement le même type de vulnérabilité systémique que la dépendance irlandaise à la pomme de terre Lumper, mais à l'échelle d'un continent. Face à ce tableau, la question que pose l'histoire économique n'est pas de savoir si une grande crise alimentaire est possible. Elle est de savoir comment les individus, les familles et les communautés qui ont traversé les grandes crises alimentaires du passé ont réussi à survivre, et quelles leçons pratiques et économiques on peut en extraire pour le présent. Car l'histoire ne manque pas d'exemples de résistance, d'adaptation et de survie face aux ruptures alimentaires les plus sévères. Et ces exemples, analysés avec rigueur, révèlent 5 stratégies fondamentales qui ont permis à certains de traverser les crises là où d'autres ont tout perdu. La première stratégie que l'histoire valide de façon répétée, c'est la diversification alimentaire locale. Les populations qui ont le mieux traversé les grandes famines de l'histoire n'étaient pas celles qui dépendaient d'un système d'approvisionnement unique et centralisé, mais celles qui maintenaient une capacité à produire localement une variété suffisante de denrées pour couvrir leurs besoins fondamentaux. Les jardins potagers des paysans français de l'Ancien Régime, les pratiques d'élevage de subsistance maintenues dans les campagnes malgré la pression économique vers la monoculture commerciale, les techniques de conservation des aliments transmises de génération en génération, tout cela constituait un filet de sécurité alimentaire qui s'est révélé décisif dans les moments de rupture. Pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les systèmes d'approvisionnement urbains s'effondrèrent sous les bombes et les restrictions, ce furent les familles qui disposaient d'un jardin, d'une basse-cour ou d'un accès à une production locale qui souffrirent le moins. La Victory Garden américaine, ce programme officiel qui encouragea des millions de ménages urbains à cultiver leurs propres légumes, produisit environ 40% de la production légumière nationale pendant les années de guerre. Ce n'était pas une anecdote historique pittoresque, c'était une réponse économique parfaitement rationnelle à une rupture de l'approvisionnement centralisé. La deuxième stratégie, que l'histoire valide, est celle de la constitution de réserves stratégiques personnelles et communautaires. Dans toutes les cultures agricoles traditionnelles, avant l'ère de la grande distribution et de la mondialisation alimentaire, la constitution de stocks pour l'hiver et pour les années de mauvaise récolte était une pratique centrale de la gestion économique des ménages. Les greniers familiaux, les caves à provisions, les techniques de séchage, de salage et de fermentation, qui permettent de conserver les aliments sur de longues périodes, tout cela représentait une forme d'épargne alimentaire analogue à l'épargne financière. Les familles qui avaient maintenu ces pratiques ancestrales traversèrent les périodes de disette avec une capacité de résistance infiniment supérieure
à celles qui avaient délégué intégralement leur approvisionnement au marché. Pendant la grande famine irlandaise, les témoignages historiques montrent que les ménages qui disposaient de réserves de céréales stockées avant la catastrophe du mildiou eurent le temps de prendre des décisions, d'envisager l'émigration, d'attendre des secours, là où ceux qui vivaient au jour le jour du produit de leur jardin basculèrent dans la famine en quelques semaines. La troisième stratégie est celle des réseaux de solidarité communautaire. L'histoire économique des grandes crises alimentaires révèle avec une constance remarquable que la survie n'était pas seulement une affaire individuelle mais profondément collective. Les communautés qui disposaient de liens sociaux solides, de mécanismes d'entraide institutionnalisés et d'une capacité à organiser la distribution collective de ressources rares, traversèrent les crises, avec des taux de mortalité significativement inférieurs aux communautés atomisées, où chacun cherchait à survivre seul. Les guildes médiévales qui organisaient des secours pour leurs membres en difficulté, les coopératives paysannes qui mutualisaient les risques et les ressources, les réseaux d'églises qui assuraient une distribution minimale aux plus démunis pendant les famines de l'Ancien Régime, tout cela représentait des infrastructures sociales de résilience dont l'efficacité économique était réelle et mesurable. Lors de la crise alimentaire ukrainienne sous Staline dans les années 30, les villages qui avaient réussi à maintenir des formes de coopération informelles et secrètes survécurent mieux que ceux où la méfiance et la dénonciation avaient atomisé les liens sociaux. L'isolement social dans une crise alimentaire est aussi mortel que la pénurie elle-même. La quatrième stratégie que l'histoire valide concerne la préservation du pouvoir d'achat réel par des actifs tangibles. Dans toutes les grandes crises alimentaires qui se sont accompagnées d'une crise monétaire, phénomène extrêmement courant car les deux se nourrissent mutuellement, les individus qui avaient préservé leurs richesses sous des formes qui ne pouvaient pas être dévaluées par l'inflation ou la dévaluation monétaire conservèrent une capacité d'achat alimentaire, là où ceux dont la richesse était entièrement en monnaie papier virent leur pouvoir d'achat s'évaporer à la même vitesse que la valeur de la devise. Pendant l'hyperinflation allemande de 1923, quand les prix des denrées alimentaires montaient parfois de plusieurs centaines de pourcents en une seule journée, les familles qui pouvaient payer en or, en marchandises tangibles ou en biens durables avaient accès à la nourriture, que les familles payant en marques ne pouvaient plus acquérir. Pendant les grandes crises monétaires latino-américaines des années 80 et 90, les ménages qui avaient conservé une partie de leur épargne en actifs non soumis à la dévaluation locale traversèrent les effondrements économiques avec une capacité de survie alimentaire radicalement supérieure à ceux qui avaient tout gardé en monnaie nationale. La cinquième et dernière stratégie est celle qui a peut-être la portée la plus universelle et la plus profonde à travers toute l'histoire des crises alimentaires. C'est la stratégie de l'information et de l'anticipation. Ceux qui ont survécu aux grandes catastrophes alimentaires de l'histoire n'étaient pas, dans leur immense majorité, des individus plus forts, plus riches ou plus chanceux que les autres. Ils étaient mieux informés, et ils avaient agi sur la base de cette information, avant que la catastrophe ne frappe. Les familles irlandaises qui émigrèrent vers l'Amérique, dès les premiers signes du mildiou en 1845 survécurent à ceux qui attendirent que la situation s'améliore, convaincus que la crise serait temporaire. Les marchands et les artisans français qui quittèrent les villes pendant les grandes famines du XVIIe siècle, pour se rapprocher des zones rurales productrices de nourriture survécurent mieux que ceux qui restèrent dans les cités coupées de leur approvisionnement. Les familles juives d'Europe centrale qui prirent au sérieux les signaux politiques et économiques du début des années 30 et émigrèrent avant que les frontières ne se ferment survécurent à ceux qui croyaient que la situation se normaliserait. L'anticipation n'est pas du catastrophisme. C'est la vertu économique la plus élémentaire, celle que l'histoire économique valide avec la plus grande constance sur tous les continents et dans toutes les époques. Ce que l'histoire des grandes crises alimentaires nous dit en définitive, et c'est peut-être son message le plus important et le plus inconfortable, c'est que les systèmes alimentaires ne sont pas des forces de la nature immuables et inattaquables. Ils sont des constructions humaines, économiques et politiques, avec des forces, des faiblesses et des points de rupture précisément identifiables. Chaque grande crise alimentaire de l'histoire a été précédée d'une période, pendant laquelle les signaux d'alerte étaient visibles pour qui voulait les voir, pendant laquelle des choix individuels et collectifs auraient pu réduire l'ampleur de la catastrophe à venir. Et chaque grande crise alimentaire a produit deux catégories distinctes de population. Ceux qui avaient ignoré les signaux, délégué intégralement leur approvisionnement à des systèmes centralisés qu'ils ne contrôlaient pas, et n'avaient pris aucune mesure préventive, et ceux qui avaient compris, anticipé, diversifié, stocké, tissé des liens communautaires solides, et préservé leur pouvoir d'achat réel. La distance entre ces deux catégories, dans les moments où les systèmes alimentaires se grippent, peut être la distance entre la survie et la catastrophe. L'histoire ne nous dit pas que la prochaine crise est inévitable. Elle nous dit que ceux qui la traverseront le mieux seront ceux qui auront choisi d'y réfléchir avant qu'elle n'arrive.